22h, merci d'être avec nous sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a adressé un message de condoléances à son homologue français, François Hollande, suite à la série d'actes terroristes qui ont ensanglanté la ville de Paris. Et dans l'actualité aussi, après les attentats qui ont fait, selon un bilan provisoire, 128 morts et plus de 250 blessés à Paris, les enquêteurs de la police technique et scientifique se sont mis au travail dès hier soir. Voilà pour les sommaires, merci de nous rejoindre. La capitale française a vécu hier soir l'effroi avec les pires attentats terroristes commis depuis le 11 septembre 2000. En effet, 8 attentats coordonnés ont coûté la vie à plus de 128 personnes, 200 blessés, dont 90 blessés graves. Une situation inédite à laquelle nous consacrons l'essentiel de notre journal. Face à cette situation dramatique, la République de Djibouti se montre solidaire avec la France. En effet, le chef de l'État a adressé un message fort au président de la République française, François Hollande. Le président Ismaïla Omar Guelleh a adressé un message aujourd'hui de condoléances à son homologue français, François Hollande, suite à la série d'actes terroristes qui ont ensanglanté la ville de Paris hier soir, occasionnant le tragique bilan provisoire de 120 victimes, ainsi qu'un nombre encore plus élevé de blessés. Et c'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris les attentats criminels qui ont visé la ville de Paris, a écrit le président de la République, condamnant avec force des actes ignobles et barbares au service d'idéaux abjects. Mais pensées en ces instants douloureux vont aux familles des victimes, à l'État et au peuple ami de France tout entier, a ajouté le président Guelleh, soutenant la détermination annoncée de la France à ne pas céder à l'intimidation et à la violence. Le gouvernement et le peuple djiboutien se joignent à moi aussi pour exprimer leur solidarité et compassion à la nation française dans l'épreuve terrible de cette tragédie, a aussi indiqué le président Guelleh. Je forme le vœu sincère que la France et la communauté internationale parviendront à éradiquer ensemble le fléau que constitue le terrorisme et l'intégrisme dans toutes ses formes, a conclu le président de la République. Et après les attentats qui ont fait, selon un bilan provisoire, 128 morts et plus de 250 blessés à Paris, les enquêteurs de la police technique et scientifique se sont mis au travail dès hier soir. On voit la suite avec Ahmed Hamad. Selon les dernières informations, les enquêteurs travaillent sur l'hypothèse que les terroristes étaient repartis en deux groupes. Le premier se trouvait à proximité du Stade de France et le second dans le 10e et 11e arrondissement de Paris. Pour rappel, 8 terroristes sont morts hier soir, dont 7 en se faisant exploser au Bataclan et au Stade de France. 4 de ces assaillants sont morts dans la salle de concert du Bataclan, dont 3 sont en actionnant une ceinture d'explosifs, une première en France. Le dernier terroriste a été tué lors de l'assaut des forces de l'ordre. Au Stade de France, 3 kamikazes sont morts et un autre boulevard Voltaire. La priorité, c'est d'identifier les corps, notamment ceux des terroristes qui ont été pour la plupart pulvérisés lorsqu'ils se sont fait sauter, ont expliqué les forces de l'ordre. Les enquêteurs ont déjà effectué des tests ADN sur les corps des terroristes, mais le relevé n'a pas permis de faire sortir une identité. Les enquêteurs vont également visionner des heures d'images de vidéosurveillance pour déterminer les circonstances des attentats, a souligné une source policière, ajoutant « Une fois les terroristes identifiés, il s'agira de déterminer s'ils ont profité de complicité ». Une Volkswagen Polo, retrouvée non loin du Bataclan, est en cours d'examen pour des relevés d'empreintes et d'indices. Elle aurait pu être utilisée par les terroristes. Et face à cette situation, le président français François Hollande a qualifié ce samedi les attentats extrêmement meurtriers de Paris d'actes de guerre en désignant pour la première fois comme responsable l'armée terroriste de l'organisation État islamique Daesh et a appelé les Français à l'unité, au rassemblement et au sang-froid. Je vous propose de l'écouter. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés. La circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes
qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. Et cette déclaration, celle du ministre des Affaires étrangères djiboutien Mohamed Ali Youssouf, qui a condamné fortement les séries d'attaques terroristes qui se sont produites à Paris, où 120 personnes ont été tuées, près de 200 blessés, dont 80 personnes sont dans un état critique. Le chef de la diplomatie djiboutienne a affirmé la solidarité du peuple djiboutien aux familles des victimes de l'attentat qui a fait des centaines de morts et de blessés. Je vous propose de l'écouter. La France, pays ami et allié, a été frappé vendredi soir par des attentats terroristes barbares, ayant coûté la vie à 128 personnes et blessé 282, dont 80 sont entre la vie et la mort. Ce carnage d'un autre temps, perpétré par le mouvement terroriste dit Daesh, à l'encontre de civils innocents au Stade de France et au Bataclan, nous rappelle les heures sombres de l'histoire de l'humanité. La République de Djibouti, son gouvernement et son peuple partagent la souffrance et le chagrin du gouvernement et du peuple français et leur expriment leur solidarité et leur sympathie dans cette terrible épreuve. Aucune idéologie ni aucune cause ne pourrait justifier de tels actes inhumains et odieux, car le terrorisme est un fléau international qui n'a pas de frontières et qu'il convient par conséquent de combattre ensemble avec la plus grande fermeté. Djibouti ne ménagera aucun effort pour soutenir la France dans ce combat de longue haleine. Aussi, à Djibouti, toutes les mesures de sécurité et de protection ont-elles été prises afin d'assurer la protection des ressortissants français. Le niveau d'alerte a été rehaussé à son niveau le plus élevé. La République de Djibouti adresse à la République française et en particulier aux familles des victimes et à leurs proches ses condoléances les plus attristées. Émotion et condamnation à travers le monde, de Washington à Moscou, des Nations Unies à l'OTAN, dans toute l'Europe, les responsables ont condamné le carnage et ont assuré la France de leur compassion, de leur solidarité et de leur soutien. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dénoncé, selon son porte-parole, des attaques terroristes méprisables et dit se tenir aux côtés du gouvernement et du peuple français. Le président américain a déclaré que les États-Unis allaient aider la France à traduire les terroristes en justice, tout en notant qu'ils étaient encore trop tôt pour savoir qu'il avait fomenté ces attaques destinées à terroriser des civils innocents. Le président palestinien Mahmoud Abbas, le président russe Vladimir Poutine, le président Hassan Rouhani condamnent fermement les attaques terroristes qui ont eu lieu à Paris et expriment sa solidarité et sa compassion avec le gouvernement et le peuple français face au terrorisme. Et au téléphone avec nous en direct depuis Paris, l'ambassadeur de Djibouti à Paris, Ayed Moussed Yahya. Bonsoir monsieur l'ambassadeur, je vous fais un récapitulatif de notre journal pour vous et pour ceux qui nous rejoignent. Djibouti a suivi donc avec beaucoup d'intention les attentats de Paris. Le chef de l'État a exprimé, on le rappelle, sa solidarité à la nation française dans l'épreuve terrible de cette tragédie. Le chef de la diplomatie, vous venez de l'entendre, a pour sa part, dans une conférence de presse, réitéré sa sympathie. Alors la première question, quelle est la situation à Paris ? Vous savez, à Paris, depuis hier soir, nous constatons, nous surveillons, nous veillons à suivre ce qui s'est réellement passé et à transmettre à nos autorités. Comme vous l'avez dit tout à l'heure et vous l'avez rappelé, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a, dès les premières heures de la matinée, transmis un message de compassion et de condoléances à son homologue français François Hollande, dans lequel il exprimait, au nom de la nation tout entière, du soutien et de l'amitié indéfectible de la République de Djibouti en ces circonstances douloureuses et face à ces actes odieux, lâches et barbares. Vous l'avez répété également et vous l'avez rappelé, dans l'après-midi, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, à lors d'une conférence de presse à Djibouti, réitérait les mêmes sentiments d'amitié envers le gouvernement et le peuple ami de France. Il a également expliqué, lors de cette conférence de presse, que notre pays rejette toutes les formes d'extrémisme
et que nous participons nous-mêmes, la République de Djibouti, à l'effort international pour éradiquer le terrorisme. Vous savez, nous sommes persuadés et convaincus que la France, terre d'égalité, fraternité et de liberté, surmontera ces moments difficiles et en sortira plus grande, plus forte. Et le monde entier sera au rendez-vous de la COP 21 du 30 novembre au 11 décembre dans la ville lumière et la ville des Lumières, c'est-à-dire Paris. Autre question, monsieur l'ambassadeur. Le chef de la diplomatie djiboutienne vient d'annoncer que le niveau de sécurité a été relevé au maximum à Djibouti, où une forte communauté française donc réside. L'onde de choc est bien présente ici à Djibouti. Cela se voit sur les artères de la capitale, quadrillées par des policiers. Cela se lit également sur le visage des Djiboutiens et des Djiboutiennes qui se sont d'abord choqués de cette horreur. Ma question maintenant, monsieur l'ambassadeur, il y a une forte communauté française ici à Djibouti. Il y en a de même en France, à Paris, où vit une forte communauté djiboutienne. Alors, dans ce carnage aveugle et sans distinction, y a-t-il, à votre connaissance, des victimes djiboutiennes? Et si oui, combien? Pour vous répondre d'abord sur la première partie, le niveau qui a été élevé à Djibouti, cela va de notre responsabilité, puisque les ressortissants français présents avec nous à Djibouti et partageant avec nous à Djibouti, nous devons les protéger. Et ça, c'est le gouvernement de la République de Djibouti qui a pris cette initiative pour rassurer. Enfin, en ce qui concerne nos ressortissants djiboutiens en France, en tant que représentation diplomatique et consulaire, nous avons tenu à informer nos autorités de l'évolution de la situation et avons manifesté notre solidarité aux autorités françaises. Nous-mêmes, le service consulaire, le bureau de gestion des étudiants djiboutiens en France qu'on appelle BGDF, nous sommes en alerte maximale depuis hier soir à travers les coordonnées téléphoniques, les associations des étudiants djiboutiens à Paris pour voir si nous avons des victimes. Jusqu'au moment où je vous parle, nous ne déplorons aucune victime et nous restons depuis ce matin en contact tant avec la cellule de crise du Quai d'Orsay qu'avec la préfecture de la ville de Paris, mais il y a plus de 300 blessés. Pour l'instant, nous ne déplorons aucune victime. Voilà. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à nos questions. Donc, c'était l'ambassadeur de Djibouti à Paris, Mossed Yahya. Et voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette tragédie. Autre actualité de ce soir, le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a reçu aujourd'hui la secrétaire d'État adjointe des États-Unis, chargée en matière des contrôles des armes et de la sécurité internationale, Rosie Gauthier-Moeller. Les discussions donc ont porté essentiellement sur la sécurité internationale, mais aussi les séries d'attaques terroristes qui ont endeuillé la France et le monde. Donc hier soir était présent à cette réunion l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Tom Kelly. La secrétaire d'État adjointe a exprimé sa tristesse et partage la douleur du peuple français. Le mouvement Amhara National Démocratique Mouvement a célébré hier après-midi au Palais du Peuple son 35e anniversaire depuis sa création en 1980. Et plusieurs autres personnalités éthiopiennes résidant ou opérant à Djibouti ont participé à cette importante cérémonie de nos voisins éthiopiens. Cette cérémonie a été présidée par l'ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie à Djibouti, Souleymane Dedefo, en présence d'un membre du gouvernement de l'État fédéral d'Éthiopie, ainsi que plusieurs hauts cadres éthiopiens installés à Djibouti. Durant cette cérémonie historique du mouvement Amhara a été retracée par les différents responsables, ainsi que les relations étroites et de longue date entre la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Plusieurs interventions ont eu lieu durant cette cérémonie, ainsi que des séances de débats fructueux entre responsables et citoyens éthiopiens résidant à Djibouti. Santé, cette fois, le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi que ses partenaires techniques et financiers, l'UNICEF et l'OMS, et l'appui financier du gouvernement du Japon, a démarré aujourd'hui la campagne nationale de la vaccination contre la rougeole.
Effectivement, donc cette campagne de vaccination contre la rougeole a démarré ce matin au collège de Boulaous en présence de Silay Abdallah, secrétaire général du ministère de la Santé, M. Haroun Omar, également secrétaire général du MENFOP et de M. Abdi Sikiye Kayad, directeur de l'enseignement et de la pédagogie du MENFOP, du représentant de l'UNICEF et de plusieurs cadres de deux ministères. Cette campagne se déroulera du 14 au 19 novembre sur l'ensemble du territoire national. Elle cible les jeunes de 15 à 25 ans et a donc touché les élèves de 9e année du collège de Boulaous et touchera également tous les autres collèges, les lycées, l'université de Djibouti, les centres de développement communautaire et les lieux publics où se trouvent tous les jeunes de 15 à 25 ans. L'objectif donc de cette campagne de vaccination est de lutter contre la rougeole qui touche également la tranche d'âge de plus de 15 ans, en même temps que les centres de santé de la capitale. Les médecins-chefs des régions de l'intérieur ont également procédé au lancement de la campagne de vaccination qui va durer 6 jours dans tout le pays, jusqu'à dans le poste de santé s'y rattachant. Santé toujours donc et direction Ali Sabié où le Lyon Club de Djibouti en collaboration avec le ministère de la Santé a organisé une campagne de chirurgie de cataracte gratuite dans les régions de l'intérieur et ce dans le cadre de la lutte contre la cécité vision pour tous. Et les activités ont débuté le 7 novembre de ce mois, au 16 dans les régions d'Ali Sabié. Une équipe dirigée par le docteur Issa Abdi Boroleh, médecin-chef de l'hôpital de Balbala, ont consulté plus de 1500 patients, dont 81 patients ont été sélectionnés par la chirurgie de la cataracte. À savoir que la cataracte est une maladie qui affecte l'œil et provoque une baisse progressive de la vision, pouvant aller jusqu'à la cécité. La cataracte est un phénomène normal après 55 ans. Les derniers ont bénéficié de la chirurgie gratuite avec le traitement post-opératoire en collyre. Pour plus de précisions là-dessus, écoutez le médecin-chef, le docteur Issa Abdi Boroleh. Plus de 900 personnes ont été vues en consultation. Donc c'est pour préciser aussi que cette caravane est entièrement organisée par un corps médical djiboutien et tout est gratuit, c'est-à-dire depuis les opérations jusqu'à la distribution de médicaments. Donc on ne peut que remercier le Lions Club de Djibouti et le ministère de la Santé qui ont œuvré dans ce sens pour venir en aide aux plus nécessités parmi nos populations des régions. Avant d'entamer l'actualité internationale, une pensée toute particulière à notre confrère Samatar Saïd, journaliste à la radio-télévision de Djibouti qui a perdu sa tante maternelle. Le décès de Fathia Khairé Dambil est survenu hier en Inde, à Bombay, suite à une longue maladie. La défunte est née en 1975 à Djibouti et laisse derrière elle 5 enfants. Que le Tout-Puissant ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Actualité hors de nos frontières, au Nigeria, 61 otages de Boko Haram libérés. L'armée nigériane a annoncé ce vendredi la libération de 61 otages de Boko Haram, principalement des femmes et des enfants qui étaient détenus dans les régions de Bita et d'Amboa, situées dans l'état de Borno au nord-est du pays. 4 membres de l'organisation terroriste ont été tués au cours de l'opération de libération des otages et des camps d'entraînement ont été détruits, indiqué le porte-parole de l'armée. Les otages libérés ont été transportés à l'hôpital pour subir les examens médicaux nécessaires. Le président nigérian Muhammadu Buhari avait annoncé que son pays allait détruire tous les camps d'entraînement de Boko Haram avant la fin de l'année. En mars 2015, le groupe a prêté allégeance à l'organisation terroriste Daesh et se fait désormais appeler province Wilawat de l'Afrique de l'Ouest. Et l'agence de l'ONU pour le tourisme appelle à ne pas délaisser l'Afrique du Nord. L'Organisation mondiale du tourisme a lancé un appel à la communauté internationale en faveur du tourisme nord-africain. L'organisation onusienne appelle à une fois de plus la plus grande coopération pour gagner la bataille contre la menace djihadiste. Lutter contre la menace djihadiste et en soutenant le tourisme dans les pays d'Afrique du Nord, c'est le sens de l'appel qu'a lancé ce jeudi à la communauté internationale, l'Organisation mondiale du tourisme. L'agence onusienne appelle notamment à une plus grande coopération pour gagner la bataille.
Le tourisme égyptien est lui aussi confronté à une chute vertigineuse des visites dans la foulée du crash d'un avion russe dans le Sinaï le 31 octobre. L'hypothèse d'une bombe étant privilégiée. À l'actualité toujours, un G20 dominé par la crise syrienne. La Turquie se prépare à accueillir le sommet du G20 ce dimanche à Antalya. Les chefs d'État et de gouvernement présents en 2 jours pour faire le tour des multiples questions inscrites à leur agenda. Cela de la Syrie à l'économie en passant par le climat. D'ordinaire, le G20 est surtout préoccupé par des dossiers économiques, mais cette édition 2015 sera dominée par la guerre en Syrie en raison du lieu où elle se déroule, la Turquie voisine de la Syrie, mais aussi en raison de l'actualité. La question du terrorisme, par exemple, fera l'objet d'une déclaration à l'issue de ce sommet. Cela s'est imposé après l'attentat qui a fait une centaine de morts il y a un mois à Ankara. La Syrie sera surtout abordée dans les entretiens en marge des plénières, dans les formats qui restent à définir. Cela dépendra de la bonne volonté des participants. Quasiment tous les dirigeants impliqués en Syrie ou concernés sont Vladimir Poutine, Barack Obama, le président Erdogan et les souverains saoudiens. Ce week-end à Antalya représente la dernière grande occasion pour rapprocher les propositions du pays des uns et des autres avant la conférence de Paris qui démarre le 30 novembre. Et l'espace Schengen mis à mal par la crise migratoire, mais que reste-t-il de l'espace Schengen? À un an, des pays situés en frontière et maintenant à l'intérieur de cette zone de libre circulation, des personnes construisent des barrières pour réguler l'afflux de migrants. Dernière en date, l'Autriche qui déclare vouloir construire une clôture de 4 km le long de sa frontière avec la Slovénie. Dans un deuxième temps, c'est une barrière beaucoup plus longue qui pourrait être mise en place dans une deuxième phase. Nous pouvons construire une autre clôture en moins de 48 heures, a prévenu hier la ministre autrichienne de l'Intérieur. C'est la Hongrie qui a montré l'exemple en se barricadant, en fermant ses frontières d'abord avec la Serbie et puis avec la Croatie. Et Budapest ne compte visiblement pas s'arrêter là. Le directeur du cabinet du Premier ministre hongrois, la Slovénie s'est-elle aussi attelée au montage d'une clôture barbelée à sa frontière avec la Croatie. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de votre aimable attention.